L'histoire commence sur les hauteurs de Lyon, avec une livraison très attendue. Allez, on va les chercher. Bonjour madame. Bonjour. La commande a été passée il y a une semaine sur Internet. Extra, elles ont fait bon voyage? Elles ont fait bon voyage. Super. On peut les poser sur la terrasse? Bien sûr. Cécile s'est laissée convaincre par ses enfants. Elle a acheté des poules. Il y en a 3? Oui, il y en a 3. Ah oui? Oh là là, elles sont trop mignonnes. Juste la tienne, elle est hyper Un colis vivant qui ne surprend pas le livreur. Ça vous arrive souvent de livrer des poules? Oui, c'est la grande mode. On en livre, on va dire, allez, 2 fois par semaine, facile. Oh, c'est la... Avant de sortir les poules du carton, Auguste, tu prends la paille, s'il te plaît? il faut aménager leur maison. Là. Oui, regarde. Le poulailler. Là, c'est là où elles pondent. Un peu de paille pour la litière, Je la mettrai dans un seau, tu vois. végétal. C'est là où le matin, tu iras chercher les œufs frais. Voilà. et du grillage pour délimiter le terrain de jeu des futurs pensionnaires. Oui. Comme ça, c'est pas mal, hein? Elles vont être bien, hein? Mais les poules? Allez, les coquines, dans la nouvelle maison. Allez, allez. Allez, sortez. Pourquoi c'est que la tienne? Ah bah voilà, impeccable. Ça va être pondre et ma mère n'aura plus besoin d'acheter des œufs. On dirait qu'elles se sont bien habituées à leur nouvelle maison. Il y en a une. La maman a fait ses calculs. La corvée s'annonce raisonnable. 5 minutes tous les matins, 5 minutes pour s'occuper des poules et 5 minutes pour leur parler et s'amuser avec elles. Et 20 minutes tous les week-ends pour nettoyer la litière. Soit 1h30 par semaine quand même. C'est l'exemple de sa voisine qui l'a convaincue. Salut Valé! Ça va et toi? Valérie s'est lancée l'année dernière. Depuis, pas un matin sans récolte. On va voir si elle est là. Elle est trop belle. Les enfants jouent à la fermière. Et en plus, ça se mange. Ouais, super. Bah, génial, il est tout chaud en plus. Oui. Bon, Tu celui-là vois il est pour toi et puis demain c'est pour moi. Allez, extra, merci Valé. Des poules et un potager. Quelques rangs de betteraves, de poireaux et du sucré à consommer sur place. Comme ça, ils connaissent un petit peu toute la chaîne alimentaire, qu'un œuf, c'est pas une boîte qui arrive comme ça. Voilà, c'est qu'au départ, il y a un travail. Il faut que la poule elle soit bien, elle se sente bien. Les fruits, c'est pareil. Ils remarquent qu'il faut toute l'année pour que ça pousse. Faut les il faut arroser. du temps, faut les arroser, il faut s'en occuper, il faut désherber, que ça reste éphémère quand même. Donc il y a tout ce plaisir-là d'avoir la récolte de ce qu'on a produit au départ. Retrouver le plaisir. Reprendre le contrôle. Nous sommes des millions à faire un potager. C'est bon pour le budget et pour la santé. Via nos analyses de sang, on voit qu'on n'a plus de cholestérol. Merci le potager. Avoir ses tomates, ses œufs et même son miel, c'est une vague qui atteint même le cœur des villes. Le chou, c'est bon. C'est ce que je préfère. Mais attention, l'autoproduction alimentaire a ses imprévus. Pour le budget, Donc voilà, on est à 150 €. On est à 15 € le kilo de tomates, quoi. et pour la santé. De cadmium, de chrome, de cuivre, de mercure, de nickel, de plomb et de zinc. La route est encore longue pour que nous redevenions tous des paysans. C'est une fierté toulousaine. Le marché le moins cher de France, d'après ses habitués. Allez, on profite du melon, messieurs, dames. Allez, melon, pêche. Tous les jours de la semaine, c'est la bousculade.
on y fait de bonnes affaires, avec l'impression de se rapprocher des producteurs. Franck y a promené son cabas pendant des années. Mais aujourd'hui, il n'a plus envie de faire des emplettes. Il a l'œil, et ce qu'il voit ne lui donne pas très faim. Elles sont bien grosses, ces pêches. Et alors là, elles sont toutes identiques. Aussi calibrées qu'au supermarché. Vous les sentez ou pas? Non, je sais, c'est bon. Peut-être parce que les circuits d'approvisionnement sont souvent les mêmes. Les maraîchers sont sans illusion. Bonjour. Vous avez des produits français, vous savez comment ils sont produits? Est-ce qu'il y a beaucoup de traitements chimiques? C'est traité, bien sûr. Bien sûr. Après, le type de traitement, c'est vrai que là-dessus, en général, il y a une liste grande comme ça, donc on ne peut pas tout savoir. Franck est longtemps resté fidèle à ce marché. Il a essayé de trouver son bonheur sur les stands bio. 5,80 €. Voilà, c'est pas porter toutes les bourses. Pour en avoir beaucoup, à ce prix-là, il faut se les cultiver. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Cultiver soi-même. Pour Franck, le Toulousain, il a fallu tourner le dos à la grande ville. Et voler vers d'autres aventures, à la campagne. Là, de belles feuilles de... Pas de souci, là, ils vont se ressemer tout seuls, on est d'accord? À 15 km seulement du centre de Toulouse, voici le jardin extraordinaire de Franck et Sandrine. Un potager que le couple n'a pas voulu tailler au cordeau et qui est à la fois sauvage et fertile. Entre les herbes folles, une aubergine, une courge butternut et même des invités surprises. Il y a des piments, je savais pas. Voilà, regarde. C'est bien caché souvent, hein. Mais là, ah ben, elle est superbe, celle citrouille. Et ça grouille de vie dessous. On laisse faire la nature, je sème, je repique et après je ne fais plus rien. Et c'est exactement ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que les choses elles se font toutes seules. Regardez cette courge, moi j'ai rien fait, ça m'a pris 5 minutes de la planter. Ici, le carré des tomates n'est pas très carré. Pas cela. Regarde, il y a des jaunes là. Mais il y pousse 12 variétés différentes. Des tétons Vénus. Il y a des appellations étranges Tu les connais celles-ci? Oui, tomato white. Ah, dis donc. et des formes biscornues. Oh, regarde, elle est en forme de cœur. C'est une tomate cœur, non? White? Allez, white cœur. Ouais, on dirait quand même, Eh sa oui, forme de ça- cœur. Mais celle-là, elle a souffert. Mais bon, on se régale quand même. Hein. Là, c'est un escargot ou une limace qui est venue croquer la tomate, quoi. Cette tomate-là, elle est refusée sur les systèmes de distribution classiques. Hein. Prendre la place. Là, les cornus, Quand ils c'est- sont arrivés de la ville, Franck, le technicien, et Sandrine, la chimiste, n'avaient rien semé de leur vie. Elle est énorme. Au début, Pratiquement ils double. se sont plantés. On a eu des échecs hein, sur les Des semis. échecs, mais On des a échecs, dû- on en a tout le temps, en fait. Hein. Moi, je pense que je n'ai toujours pas la main verte, d'ailleurs. C'est vrai, hein, parce que je fais toujours des erreurs monumentales. Aujourd'hui, ces légumes du jardin suffisent presque à les nourrir, eux Florian, envoie. et leurs grands ados. Avoir un jardin, c'est bien, mais ça prend du temps. Presque tous les week-ends y passent. C'est la nature qui impose le rythme et les quantités. Quand les tomates arrivent, il faut suivre en cuisine. Farci, tranché, mouliné ou sous forme de ketchup. C'est l'essai du jour. Les ados étant experts en ketchup, c'est Florian qui goûte. Alors, tu vas nous dire ce que t'en penses, pour qu'on fasse évoluer la recette. Il est bien relevé, juste comme il faut, pas plus de gingembre. Ouais. Inspiration indienne, fabrication toulousaine. On va l'épicer un peu quand même. Mais pas simple d'être toujours aussi créatif. La cuisine du potager peut devenir répétitive. Ah oui, c'est vrai que pendant une année, ça m'était arrivé d'en avoir un peu marre des soupes à la tomate, mais bon. Non, je pense que c'est... Non, On a fait pire. Hein. on a fait pire. Toutes les recettes à partir de courges et de curcubitacées. Courge et curcubitacées, il nous est arrivé de manger du curcubitacé quotidiennement, de soupe, gratin, purée, moelleux au chocolat, avec toutes les variantes, même en pizza. Ouais, une pizza à citrouille, c'est vrai que j'avais pas forcément apprécié.
Allez, plus tard, il leur dira merci à ses parents écolos. Ouais. Une alimentation aussi saine, ça donne la santé. Franck et Sandrine en ont la preuve. On avait une alimentation peut-être pas très diversifiée et équilibrée. Et effectivement, via nos analyses de sang, on voit que on n'a plus de cholestérol. Ah oui, c'est vrai, on n'a jamais eu des analyses aussi bonnes. Non, mais c'est vrai. Oui. Merci le potager. Franck et Sandrine sont des mordus. Mais il y a aussi les jardiniers du dimanche. En tout, ils sont 7 millions à s'activer pour manger mieux. Mais est-ce bien là leur seule motivation ? Nous sommes allés voir une vieille connaissance. J'adore votre émission, monsieur. La star des jardiniers, Stéphane Marie. Merci beaucoup. Super. Passez une bonne après-midi. Au revoir. Merci. Pour lui, la mode du potager a des racines bien plus profondes encore. On a tous eu des grands-parents, des oncles et des tantes qui avaient des maisons à la campagne, qui avaient des fermes. Et la plupart des gens ont à un moment passé du temps dans un potager, passé du temps à la ferme. Tout le monde a vécu ça. Et puis, cette fameuse génération post-baby-boom a vécu autre chose et a perdu ce lien. Et c'est bien gardé d'enseigner à ses enfants, qui aujourd'hui sont parents, ce qu'était un lapin, une poule, comment pousser une pomme de terre. Pour moi, c'est évident que ce lien perdu, il crée un manque énorme et qu'il faut à tout prix, d'une manière ou d'une autre, le consolider. Nos grands-parents connaissaient les saisons. Ils avaient le geste sûr pour repiquer, traire ou étourdir. Car pour faire un bon civet, il faut savoir déshabiller le lapin. Comment renouer avec ce savoir enfoui ? Avec un outil récent, mais qui a déjà fait ses preuves. Le tutoriel. Ça va, j'ai pas de feuille de salade entre les dents? Non, non, rien du tout. Guylain fait des vidéos qui feraient sûrement sourire nos anciens. Action. Alors on a eu un repas hier et j'ai des restes avec moi. Ça tombe très bien parce que j'ai des poules et il se trouve que les poules, elles adorent les restes d'assiettes. Alors Il réapprend à élever poules et lapins. Donc on va la refaire. Guylain travaillait dans la banque. Il y a 5 ans, il a tout plaqué. Allez les filles, à table. Tout est bon dans la poule. Elle mange les restes et pond des œufs. Un Français sur 10 a un poulailler. Alors aujourd'hui j'ai des restes de repas et ça tombe très bien parce que j'ai des poules. Sur son site, Guylain vend une 30aine de races différentes. Mais l'époque a changé. Nous sommes plus exigeants que nos grands-parents. La poule doit être originale. Par exemple, vous avez la poule, une des plus connues, la poule de Marans en Charente-Maritime, qui pond des œufs couleur chocolat, donc ça fascine les enfants. Vous avez aussi la poule Légorne qui fait des œufs tout blancs. C'est presque un membre à part entière de la famille. On s'y attache et elle anime le jardin. Difficile d'imaginer qu'elle passe un jour à la casserole. Les animaux de la ferme sont nos nouveaux animaux de compagnie. Cochons et même moutons. Une présence inhabituelle dans nos décors pavillonnaires. L'animal qui s'arrache en ce moment ne fait qu'1 centimètre, mais il est plus dangereux. Installer une ruche chez soi et produire son propre miel. Malgré les risques, de plus en plus d'amateurs se piquent d'apiculture. Un marché s'est créé avec ces grossistes qui vendent les abeilles par millions. Tu peux mettre le nez comme ça et on se met légèrement en long. Pierre est le numéro 1 français. Voilà. Allez, on va les mettre à l'ombre. Dans chaque carton, un essaim d'abeilles. 20 000 ouvrières. Juste, on va contrôler la ponte. Là, je contrôle si déjà il y a bien une reine et si la ponte est bien réelle.
Donc là, on peut voir la reine. En plus, là, elle est marquée en jaune. Donc ça veut dire que c'est une reine de l'année. Hein. C'est elle qui pond quasiment 2000 œufs par jour. Oui, Nat, c'est bon, tout est contrôlé, c'est parfait, tu peux faire venir les clients. Ok, allez, merci. Les clients, les voici. Ils patientent déjà sur le parking. Alors, vous allez les transvaser aujourd'hui? Oui. Pour cet arrivage, 80 personnes ont réservé. Ce sont surtout des novices. C'est pour un cadeau pour la fête des papas. Voilà. Je voulais vous poser une question aussi. Les conseils sont gratuits, mais l'essaim est vendu 130 Alors, €. vous débutez complètement? Complètement, oui. Vous avez jamais transvasé d'essai encore, c'est le premier? C'est le premier, oui. Le patron rassure, En fait, le secret d'un bon allumage, tout est dans la méthode. ça peut créer une angoisse, voilà, mais en général, c'est plus une excitation qu'une angoisse. Allez, merci. bien. À bientôt. Et bon courage. Avec les abeilles, il y a un risque. Il faut des connaissances minimum. Les formations se multiplient partout en France, comme ici, en Provence. C'est la région de Pierre, le businessman des abeilles. Juste en face, là-bas. Aujourd'hui, il joue les professeurs. Voilà. Les champs de lavande comme ça, c'est rare, hein. C'est magnifique. Hein. Le stage coûte 250 € et dure 2 jours. Les élèves doivent enfiler la fameuse tenue blanche, la salopette apicole. Il faut toujours bien fermer, la fermeture éclair. Voilà, bien jusque... Elle protège de la tête aux pieds, enfin presque. Ça, c'est l'erreur du débutant, mais en général, on ne la fait pas 2 fois. Parce qu'il y a des risques que demain, il marche avec un petit peu endolori. Allez, on va se mettre sur celle-ci. Alors, on annonce toujours qu'on arrive, hein, avec un léger coup d'enfumoir. La plupart, j'en mets voilà, 3 petits comme ça. Il y en a toujours un petit peu dessus. Donc là, d'un coup sec. Allez, feu. Voilà. Ça, c'est magnifique. Hein. Voilà, il y en a un millier. On dit que c'est nos fifilles. À chaque fois, on dit on va voir nos fifilles. Voilà. Là, vous pouvez les caresser. Hop, elles ne piquent pas. L'abeille n'est pas agressive. Hein. Voilà. Attention, expérience à ne pas reproduire chez soi. Domestiquer les abeilles, c'est pas un peu dangereux quand même? Ah oui, c'est certain. C'est certain qu'on peut mal... Il y a eu des accidents mortels, hein, bien sûr. Il y en a tous les ans. Après ces premiers rudiments, dégustation en plein champ. Pressant un petit peu, les abeilles vont venir réparer ce qu'on est en train de faire, hein, parce que là, je ne suis pas très sympa. Vous voyez ce nectar. Donc ça, c'est du miel de lavande frais de ce matin. Je vous invite à mettre votre doigt, c'est propre, il n'y a pas de souci. Chacun a son petit endroit. Et là, vous avez ce goût du miel de lavande qui est assez particulier, qui est très fort en sucre, qui vient gratter un peu le fond de la gorge. C'est excellent. Ok, ça c'est bon. Et là, il faut mâcher la cire et recracher la cire. Un vrai nectar. Mais pour en arriver là, l'apiculteur débutant doit s'équiper. Ça tombe bien, Pierre a aussi un magasin avec des milliers de références. Donc là, on a les peintures, les panneaux pour annoncer qu'on a des abeilles. On peut customiser sa ruche. Si vous voulez plus d'esthétisme de la ruche comme ça, à toit chalet, avec des pieds, un petit auvent, on peut rajouter des poignées métalliques. J'ai une gamme de peut-être 20 couleurs différentes de peinture. Ah, le marketing. Il reste simplement à venir mettre la feuille de Ce cire couple bossée. s'était fixé un budget maximum de 750 €. Et les voici qui se laissent tenter. Alors là, c'est la combinaison pour ressembler à papa, hein, parce que c'est la vraie combinaison de professionnel. Et puis si on veut un peu plus de couleurs pour s'amuser, la combinaison verte pour les garçons, la même combinaison qui existe en rose pour les filles, ou pas d'ailleurs, hein, être un garçon et aimer le rose. Une combinaison comme ça, c'est 55 €. C'est pas cher. Voilà qui ferait plaisir à leurs petits-enfants, c'est sûr. Je suis quasiment convaincu que ça va leur plaire. Et quand on est dans un magasin comme ça, est-ce qu'on a envie de tout acheter quasiment? Je pense que Peut-être pas tout, mais bon. malheureusement pour nous, oui. Peut-être pas tout, mais c'est vrai qu'on est tenté. L'addition va monter. Oui, forcément. Il y a quelques années, ça existait tout ça? Non, non, ça n'existait pas. On est quand même dans la société de consommation. Hein. Là, on y rentre un peu quand même, voilà.
Avec une panoplie complète, le pot de miel revient 2 à 3 fois plus cher que dans le commerce. Rien n'est trop beau pour les apiculteurs et les jardiniers du dimanche. Le marché pèse 7 milliards d'euros par an. Pour certains, comme Franck, c'est une hérésie. Quand il veut améliorer son potager, notre Toulousain préfère se retrousser les manches que sortir sa carte bleue. Nous le suivons en caméra cachée, chez une grande enseigne de jardinerie. Voici le carton du moment, le carré potager. Un simple bac, assemblé avec des planches et une toile synthétique. 45 €. Contenance 173 litres. Avec de la palette, ça, vous le fabriquez pour rien du tout. Hein. Pour remplir le bac, vous pouvez bien sûr utiliser la terre de votre jardin. Mais ce serait tellement mieux avec ces sacs de terreau miracle. Voilà, des beaux melons. Hein. Ils sont plus beaux que dans mon potager, ceux-là, d'ailleurs. Améliorent la production et la saveur des fruits et légumes. À 11,50 € le sac, c'est une affaire. Il nous faut 4 ou 5 sacs quoi, hein, pour remplir une hauteur de 30 cm. Pour faire aussi bien, Franck a un truc qui ne coûte rien. Il suffit de mélanger un tiers de sable, un tiers de compost, un tiers de terre du jardin. Ça va très bien, quoi. Tout y passe. Pour éviter les mauvaises herbes, les industriels proposent ces copeaux de bois à répandre sur le sol. 13,95 €. On peut remplacer ce genre de paillage par de la tonte de gazon, par exemple. Vous avez besoin d'un tuteur pour votre plant de tomates? Un bout de bois ferait peut-être l'affaire, mais ce serait moins design que ce superbe. Tuteur torsadé en aluminium, 2 mètres, 9,60 €. Trop mignon, ces mini pancartes avec étiquette ardoise pour indiquer vos plantations. Franck sort sa calculatrice. 50 € le bac, plus 40 € de terreau universel premier prix, voilà. Et voici à combien revient le mètre carré de potager au tarif jardinerie. Paf, allez, ça fait 131 €. Il faut rajouter 20 € pour une dizaine de plantes, tel qu'il soit. Donc voilà, on est à 150 €. Quoi. 150 €, c'est plus que le prix moyen du terrain en France. Votre carré potager coûtera plus cher que le sol qu'il viendra occuper. Et si ça ne suffisait pas, il y a aussi l'environnement. On se rend compte que tous les accessoires, ils doivent venir de l'autre bout de la planète. Ils sont majoritairement issus de la pétrochimie. Donc voilà, ça veut dire qu'on remet du plastique. Enfin voilà, tous ces tuteurs-là, ils vont quand même se dégrader au fil du temps. Ça va faire des particules plastiques dans le sol. C'est pas neutre pour l'environnement. C'est une fable moderne, l'homme et le potager. Il voulait s'éloigner de la grande distribution. Elle l'a rattrapé. Franck arrive le plus souvent à éviter les rayonnages. Il pioche dans un stock inépuisable. En fait, je viens de récolter de l'osier dans le jardin. Et je fais un tuteur pour le houblon qu'on va installer là. Se débrouiller par soi-même, c'est faire du bien au porte-monnaie, c'est clair. Et puis on crée aussi l'inventivité, quoi. Voilà. Le potager de Franck est très rentable, avec environ 1 500 € économisés chaque année. Cet autodidacte est devenu un jardinier expérimenté. Mais certains font encore mieux, avec moins d'espace. Ils osent des potagers en ville pour nourrir la ville. Et ce défi, ils le relèvent dans l'une des plus grandes mégapoles au monde, Los Angeles. Un océan de béton, avec entre 2 autoroutes, cet îlot minuscule, 250 mètres carrés de verdure. Le domaine des Dervaes. Ils ont le style petite maison dans la prairie, mais sans la prairie. Cette mini-ferme urbaine
est un tour de force et une affaire de famille. Le royaume d'Anaïs, Justine et Jordan, 3 frères et sœurs. Bonjour, bienvenue dans notre ferme urbaine. Entrez. Voici le potager le plus productif au monde. Toutes les fleurs que vous voyez sont comestibles. Elles peuvent se manger en salade ou encore accompagner un dessert. Ici, tout se mange, même à l'avant de la maison. À portée de main, des dizaines d'arbres fruitiers. Pas les plus encombrants, bien sûr. Alors là, j'ai des figues, des baies de goji, du sapote mexicain et des mûres. Vous voyez comme elles sont énormes. Il y en a plein. Elles sont succulentes. Ce coin, c'est ma petite jungle. Un vrai jardin d'Éden, survolé par les hélicoptères de la police. C'est quoi ce bruit? C'est une sirène d'ambulance. On est en pleine ville. C'est ça le charme d'une ferme urbaine? Eh ouais. On a à la fois des oiseaux et des ambulances. Les sirènes n'ont pas l'air de trop gêner les plantes. La ferme des Dervaes produit à plein régime. Quelle quantité produisez-vous? La quantité? Autant que possible. C'est pas limité, non. Ouais, il n'y a pas de limite. En général, on tourne autour de 2,5 tonnes par an. 2,5 tonnes. C'est le triple du rendement moyen d'un potager. Et c'est le résultat d'une série d'astuces. Entre chaque bac, j'ai juste laissé l'espace d'1 pied. C'est suffisant pour aller d'un endroit à l'autre. Et puis, on n'a pas le choix, vu le manque d'espace. Les jardiniers se faufilent et ils font travailler le moindre pouce de terre. Contrairement aux autres jardiniers, je les plante le plus serré possible. Le but, c'est qu'en grandissant, elles deviennent aussi compactes que dans ce bac-là. Et si c'est bien fait, on ne doit plus voir le moindre centimètre carré de terre entre 2 salades. Ça permet de doubler, voire tripler la production. Je vais ramasser quelques feuilles pour le poulailler, ok? Dans cette micro-ferme, il y a une micro-basse-cour. Ça, c'est de la top qualité. Les poules en raffolent. Poules et canards sont clients du potager, mais aussi fournisseurs. Je les nourris avec les feuilles du jardin. Puis, elles font des fientes qui fertilisent à leur tour le potager. Ça fonctionne en circuit fermé. Le jardin nourrit les poules et les poules nourrissent le jardin. Ça s'appelle l'économie circulaire. Et ça fonctionne si bien que les Dervaes en ont fait commerce. Hey, salut John, comment ça va? Alors de quoi as-tu besoin pour demain? Alors pour demain, je vais te prendre 6 salades et puis aussi 4 barquettes de fleurs, s'il te plaît. C'est noté, merci. Le business marche bien et rapporte 4 000 € par mois. Chaque mercredi, les abonnés passent prendre leur panier. Bonjour. C'est toi qui portes? Sûr? C'est pas trop lourd? À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bon repas. Comment vas-tu, John? Et voilà ta boîte. J'ai hâte de l'ouvrir. J'espère que tu vas apprécier. J'en suis sûr. Il y a même une cliente française. Avocado. Ça, c'est magnifique, ça. Ça, c'est frais. Les épinards, parfait. Ils sont beaux comme tout. Et ça se voit que c'est frais. Quand la journée se termine, les Dervaes ont de quoi cuisiner un repas complet. À part le sucre et la farine, tout vient de chez eux.
Los Angeles peut-elle devenir une ferme géante? Il suffirait de reconvertir les front yards, ces sacro-saintes pelouses du décor américain. C'est la grande idée de Dan. Non mais regardez-moi toutes ces grandes pelouses, tout cet espace perdu. Et là c'est pareil. Mais quel gâchis! À la place, on pourrait faire pousser des aliments. Au lieu d'arroser ce gazon, on pourrait récolter des légumes, par exemple. Manger de bonnes salades fraîches 3 fois par jour. Ça, c'est de la bonne alimentation qui permet de réduire les cancers. Tout ça est absurde. Dan montre l'exemple. Il a vendu sa tondeuse et acheté des graines. Ici, j'ai planté des poivrons et des oignons. Et là, des tomates, du maïs, des haricots et des épinards. Moi, les carottes, je les mange comme ça. Dan a aussi un péché qui donne beaucoup, y compris aux voisines. Oui, mes chéris? On peut t'en prendre quelques-unes? Bah évidemment, pas la peine de me demander. Elles sont tellement bonnes. Tout le monde devrait faire comme lui, devenir plus autonome. Vous savez, il bosse dur pour y arriver. Elles adorent mes fruits. Mais elles plantent rien. Non, ça ne leur dit rien. Ça, c'est délicieux. Heureusement, Dan a des voisins plus verts et vertueux. Hey, bonjour Sean, ça va? Comme Sean, ils font du troc. Awesome, dude. This looks amazing. Wow! Tiens, je t'ai mis quelques pamplemousses, cher monsieur. C'est quoi cette variété? C'est des pomelos. Je t'ai mis de l'ail aussi. Wow! Et c'est du local 2.0. Regarde, moi je t'ai apporté des petits artichauts. Et puis quelques pêches. Une idée vieille comme le monde, le troc. Mais Dan s'est dit qu'il pouvait l'améliorer. Comment savoir qui cultive quoi dans le quartier? Avec l'application de Dan. Elle est presque prête. On va faire les dernières mises au point et on va pouvoir débuter le test sur un échantillon de plusieurs milliers de personnes. Ça, c'est la société de partage dont je rêve. Permettre à chacun d'échanger des produits frais tout le temps et se rapprocher de l'autosuffisance alimentaire ensemble. Mais que valent-elles, ces récoltes de quartier? Bonnes au goût peut-être, mais bonnes à la santé, pas sûr. Les Américains ont tous en tête un exemple célèbre. Celui d'un potager au 1600 Pennsylvania Avenue, à Washington. Printemps 2009. Michelle Obama retourne les pelouses présidentielles. C'est un coup de com' pour la bonne cause. Son potager sera un symbole contre l'obésité infantile. Ce jardin nourrira non seulement ma famille, le personnel de la Maison-Blanche, mais aussi toutes sortes d'invités, comme les dirigeants étrangers. Les cuisiniers de la Maison-Blanche en rajoutent dans l'enthousiasme. Sentez-moi ça. C'est incroyable. On a déjà produit 100 kilos de nourriture. Ça marche vraiment bien. Mais après 2 mois seulement, c'est la douche froide. Le potager des Obama est contaminé au plomb. La pollution reste en dessous des seuils. Michelle décide de passer outre. Pas question d'enterrer le symbole. Qu'allaient faire les Trump? Plus bling-bling que bobo. Melania, la nouvelle première dame, va continuer le travail. À Washington et ailleurs, c'est la fin du tout béton. Les jardins grignotent la ville. Mais attention, certaines parcelles sont très toxiques. Montreuil, en banlieue parisienne. 100 000 habitants. La ville est un bastion communiste et écolo. Bonjour. Pierre-Luc Vacher s'occupe d'environnement à la mairie. Il y a beaucoup de culture, de jardins. C'est aussi ce que viennent rechercher
une grande partie des gens nouveaux qui habitent ici. Certains regardent avec appétit les terrains vagues de la commune. Celui-ci, par exemple. Bonjour. Je suis Pierre-Luc Vacher. Oui, Antoine. 2 semaines déjà qu'Antoine ratisse le sol avec les jeunes du quartier. Il imagine semer de beaux légumes, planter des arbres fruitiers. Mais on en est encore loin. Attention les pieds. Il y a du boulot, ouais. Il y a plein de gravats de ce type-là. Après, on a retrouvé de l'huile automobile, plein de morceaux de plastique aussi en tout genre, et puis de la ferraille. On pense, avec tout ce qu'on retrouve là, que ça a été un petit peu utilisé en mode décharge publique, quoi. J'arrive pas à creuser. Qu'est-ce que tu trouves quand tu creuses? Bah, des vers de terre. Des vers de terre? Oh. Bon, bah c'est une bonne nouvelle, ça. Ça veut dire qu'il y a un peu de vie dans cette terre, quand même. Pierre-Luc est moins optimiste. Ouais, c'est pas très... On voit tout de suite que c'est quand même pas terrible. Il va prélever des échantillons pour analyse. Morceau de fer. Donc ça, c'est la récolte du jour? Voilà, c'est environ 500 grammes de terre de ce terrain que je vais envoyer dans un laboratoire d'analyse. Résultat dans combien de temps à peu près? Environ moins de 2 semaines, 2-3 semaines. Si le sol est pollué, Antoine aura déblayé pour rien. La mairie lui interdira de distribuer ses récoltes. C'est sa responsabilité. Et c'est son héritage. Montreuil a longtemps été une ville industrielle, avec des centaines d'usines, comme celle-ci. À l'époque, personne ne se doutait que l'impact sur la nature serait si massif et si durable. Voilà, à l'intérieur, on voit les cuves. Dans ces cuves, il y avait des solvants qui ont été utilisés pour le dégraissage des peaux ou le nettoyage à sec des textiles. Donc des matières agressives? Ah oui, c'est considéré comme très polluant aujourd'hui. Pendant un demi-siècle, l'usine a imprégné le sol. Et il y en avait des dizaines d'autres sur la commune. Alors on est ici, juste avant la bretelle de l'autoroute. Aujourd'hui, l'activité industrielle s'est éteinte. Mais ses conséquences sont bien vivaces. Les nappes sont polluées. C'est toxique? Ah oui, c'est très toxique. On ne peut pas ni la boire, ni arroser les plantes qu'on fait pousser avec. Le passé industriel de Montreuil est un handicap. Mais son passé agricole aussi. La ville était le verger de Paris, avec ce qu'on appelle encore les murs à pêche. Des dizaines d'arboriculteurs y cultivaient des fruits pour les Parisiens. Ils se servaient d'un engrais gratuit, les poubelles de la capitale. Sans le savoir, ils empoisonnaient la terre. Les analyses ont montré la présence d'arsenic, de cadmium, de chrome, de cuivre, de mercure, de nickel, de plomb et de zinc. Certains taux explosent les normes. Le plomb est 5 fois supérieur au maximum autorisé. La mairie n'a pas fermé les murs à pêche, qui sont aujourd'hui des jardins partagés. Mais elle incite publiquement à ne pas manger les plantes ayant les plus fortes concentrations. Le thym, la menthe, les poireaux, la rhubarbe, la salade sont à éviter, voire à proscrire. Les risques, c'est quoi? Alors, on ne sera pas malade du jour au lendemain, mais la consommation sur une longue période de ce type de produits contaminés peut amener des cancers au bout de plusieurs années. Comment réagissent les habitués des murs à pêche? Donc là, par exemple, Peter y passe tout son temps libre. Il n'a pas changé ses habitudes. Avec ses amis, il cultive de tout. Comme avant. Ici, il y a des petits pois, on a mis des fèves au milieu, alors il y a quelques salades. Voilà. Peter est parfaitement au courant de la pollution. Mais il refuse de s'alarmer. On a mis sur un truc, bon, c'est pas... On le trouve, hein, c'est public, hein, rien de secret. Il y a le chrome, le cuivre, le mercure, le nickel, le plomb, le zinc, l'arsenic. Bon, ça m'inquiète un peu, mais pas bon.
J'en fais part à ceux qui viennent jardiner ici, quoi. Mais il ne faut pas non plus être hyper inquiet là-dessus, vu ce qu'on produit, hein. Bon, vu les quantités. C'est des blettes, en fait. Prenez les blettes. C'est un trésor de calcium, mais aussi un piège à zinc. Les blettes, quelqu'un va en manger ou pas? On peut, si vous voulez. Je vous invite à manger un plat de blettes, au gratin ou à la poêle. Au métaux lourd. Au métaux lourd. C'est ça qui nous donne un air un peu allumé ici, c'est qu'on est un peu azimité par le plomb, l'arsenic, le zinc, le cuivre, le cadmium. Ben non, non, mais il ne faut pas exagérer avec ça, c'est une plaisanterie. Hein. A-t-on pris trop au sérieux cette pollution invisible et diffuse? Ou au contraire, sous-estime-t-on encore l'effet cocktail qu'ont toutes ces substances entre elles? Une chose est sûre, les polluants sont tenaces. Et ils prennent tous les chemins. Les poules, par exemple, les absorbent en picorant. Et ils viennent se concentrer dans leurs œufs. Selon une étude belge, les œufs d'élevage privé sont plus chargés en dioxines et en pesticides que ceux du commerce. Bonjour, bienvenue à Récolte Urbaine. Où en sont les jardiniers du terrain vague de Montreuil? Eux aussi étaient suspendus aux résultats d'un laboratoire. 3 mois ont passé. Apparemment, la nature a repris ses droits. Ça, c'est des plantes sauvages qui ont poussé ces derniers mois. Pour le terrain vague, le verdict a été clair et négatif. Trop de mercure et de plomb. Mais l'association n'a pas baissé les bras. Elle a décidé de cultiver hors sol, dans des jardinières. On a des petites tomates cerises, des aubergines, des courges, de la capucine et puis des aubergines, un peu de basilic. Bon, les jardinières, c'est une alternative. Ça demande quand même pas mal de démarches puisque, par exemple, on est obligé de ramener de la terre extérieure pour le moment. De la bonne terre, en attendant. Il faudra des années, peut-être des décennies, pour que les toxiques s'estompent. Trop de pollution, pas assez d'espace. Certains fourmillent d'idées pour repousser ces limites, avec notamment le potager d'intérieur. Romain s'y est intéressé parce que ces petits pots d'aromates mouraient les uns après les autres. Il y a toujours quelque chose qu'on ne maîtrise pas bien et qui fait que la plante, on la tient que quelques jours. Voici la trouvaille de Romain. Une lampe à LED réglable en hauteur, des vases avec un système de flotteurs et des capsules de terreau pour accueillir les graines. En 3 semaines, le basilic et la menthe ont poussé, sans se noyer ni s'assécher. Vous voyez les racines de la menthe qui se développent du coup directement dans l'eau. Et c'est directement dans l'eau que les racines vont puiser les nutriments dont elles ont besoin. On vient réunir un mini-soleil, on vient apporter une présence d'eau et puis des nutriments de grande qualité pour que les plantes puissent se nourrir. Romain a commercialisé son prototype. Tarif 100 €. Quelques dizaines de milliers d'exemplaires plus tard, il a une équipe dédiée et un laboratoire de test. Bientôt dans les bacs, des cornichons, du physalis, de la camomille ou encore du piment. Là, on voit vraiment bien les piments qui commencent à mûrir, comparés à cette variété, dont les feuilles sont recroquevillées, les piments ne sont pas encore mûrs et sont tout fins. Donc ça marche pas toujours? Ça marche pas toujours, non, ça marche pas toujours. Pour être sélectionné, la variété doit être belle et bonne. Dégustation. On commence. Dégustation de ces salades d'intérieur. Un peu plus de sucre là sur l'échantillon 5, c'est assez agréable. Moi j'ai trouvé la salade 5 un peu amère sur les feuilles les plus foncées. Hyper amère. Vous êtes capable de changer, vous êtes capable de faire ressentir plus ou moins de sucre juste en modifiant la qualité de la lumière. Vous prenez la même salade, une lumière A, une lumière B, et vous avez la plante qui est plus ou moins sucrée en fonction de la lumière.
Le business s'annonce florissant. La moitié de l'humanité vit déjà en ville. Ces salades de salon ont de l'avenir. Vancouver, au Canada. Avec 5200 habitants au kilomètre carré, c'est l'agglomération la plus dense du pays. L'une des meilleures tables en ville a un chef franco-colombien. Bon, combien de réservations on a ce soir? Pour ce soir, on a 250. 250 couverts ce soir. Absolument. Weimar Gomez. Depuis 6 mois, il a une arme secrète. Alors, voici mon petit jardin, mes bébés. C'est tout frais, c'est tout beau. Un jardin rangé dans une armoire. Un peu chirurgical, mais il ne faut pas s'arrêter à l'apparence. C'est beau, hein? Regardez. Vous pouvez le sentir. Vous arrachez les feuilles. Par exemple, la coriandre, c'est très parfumé, vous le voyez. C'est un circuit court, quelques mètres seulement, entre la cueillette et la planche à découper. Vous voyez, ça saute. Ça a été pêché ce matin et on les a aujourd'hui ici. Et la coriandre, la vedette. Je vais l'émincer légèrement. Je ne vais même pas la hacher. Car c'est là où on va ramener toute cette fraîcheur. On est vraiment dans la fraîcheur absolue, dans le direct, de la terre au client. Une petite touche colombienne, une crème de coco qui marie au citron et à la coriandre, c'est une délice. Voici l'inventeur de cette armoire jardin, Taryn Wolf. Il veut vendre aux restaurants et aux particuliers. Dans son showroom, une dizaine d'appareils ronronnent jour et nuit. Ça consomme peu. En fait, ce qui demande beaucoup d'énergie, c'est le fait d'amener les fruits ou les légumes à maturité et pas de cultiver de jeunes pousses, comme nous le faisons. 65 kWh, pas plus qu'un gros réfrigérateur. Et pour convaincre les clients, la boutique propose de consommer les récoltes sur place. 3 € le jus d'herbe de blé, par exemple. Un shot de vitamines A et C. First time to Vancouver, first time drinking wheatgrass. Et voici, régalez-vous. Allez, on trinque. Waouh, c'est fort. Moi, j'aime bien. Je trouve ça bon. Merci. Avant de devenir un gourou du bio, Taryn sentait le soufre et agaçait la police. Son armoire jardin attirait une certaine faune. Elle avait d'ailleurs été conçue pour ça, pour l'herbe qui se fume. En fait, il fallait que cet appareil ressemble à un lave-vaisselle ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, cultiver du cannabis chez soi reste interdit. Les clients qui le font veulent rester discrets. Même dans nos publicités, nous expliquons que c'est pour faire pousser des tomates, mais chacun comprend. Autrement dit, les potagers d'intérieur n'auraient pas vu le jour sans la culture clandestine de cannabis? Absolument. Appareil après appareil, nous avons optimisé le goût, les saveurs, la croissance. La culture urbaine a profité de ces avancées. Aujourd'hui, le roi du cannabis s'est trouvé une conscience écolo. Il faut dire que le marché est gigantesque, s'il arrive à faire entrer son armoire jardin dans nos foyers. Chacun peut devenir un cultivateur urbain. C'est sans doute ce qui va arriver. Ça n'a rien d'une mode passagère. Il y a trop de raisons qui nous poussent vers ça. Quand vous voyez que près de 20% de notre consommation d'énergie sert au transport des aliments, ça n'a aucun sens. Il faut produire une partie de ce que l'on mange chez soi.
Pour convaincre Monsieur Tout-le-Monde, Taren s'est adapté à la taille des appartements. Entre micro-ondes et lave-vaisselle, ce magasin de Vancouver propose déjà son modèle de potager encastrable. C'est un jardin miniature, ça? Je n'avais jamais rien vu de semblable avant. C'est plutôt sympa. Sympa. Ça sent bon, c'est frais à l'intérieur. Tarif de base, 2 000 €. Le prix pour accéder à son potager, même au 20e étage. Tiens, Jeanne, tu veux une petite cerise? En attendant, il faut peut-être garder les pieds sur terre et commencer par cultiver tout l'espace disponible. Qui veut du gazpacho? Tu sais ce que c'est, gazpacho, Jeanne? C'est ce que font Franck et Sandrine, les enragés du potager. Du jus de concombre, un peu de sel et du basilic. Tu aimes pas, hein? Ce soir, ils ont invité à l'apéro des amis qui eux aussi ont la main verte. Façon habile d'écluser le surplus de tomates. Une fois j'ai fait un gazpacho, j'avais mis une tête d'ail. Il avait confondu 3 gousses avec 3 têtes. Ah oui. C'est imbuvable. Sur la table, pas de chips ni de cola. Juste les produits du jardin. Ça fait 14 ans, on a toujours eu des légumes, même sur le balcon. Et maintenant, ça serait difficile de revenir en arrière. C'est tellement agréable qu'on n'a pas envie de recourir le samedi matin à faire le marché. Ça rythme une année, ça rythme un été, c'est le plaisir. Bon, on a dit qu'un jour, quand même, on ferait notre bière. Hein. Santé. Ah non, c'est pas la mienne, celle-là. Même s'il faut réapprendre les savoirs perdus, même s'il faut compter avec la pollution, même s'il faut inventer de nouvelles façons, ça vaut le coup. Et qui sait, peut-être nos enfants seront-ils un jour tous paysans. Alors, c'est bon.